Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Déclaration de politique générale devant les deux chambres du Parlement. Le Premier ministre marocain Aziz Akanouch a présenté son programme et ses priorités. Le décryptage à suivre dès le début de ce journal. Un marché du cloud qui s'accélère à suivre également dans cette édition. Le marché des data centers sur le continent africain. Le secteur présente une multitude d'opportunités. Focus à suivre dans ce journal. Et les préparatifs au Cameroun en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Coup d'envoi le 9 janvier 2022. Sur place, le président de la République, Paul Biya, a insisté sur les enjeux de l'implication des anciens lions indomptables au niveau de l'organisation de l'événement continental. Le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouch a dévoilé les grandes lignes du programme du nouveau gouvernement. C'était le 11 octobre lors d'une séance plénière des deux chambres du Parlement. Dans ce programme, on retrouve le redressement de la situation économique et sociale fortement fragilisée par les conséquences de la pandémie. Amenedji. Lors d'une séance consacrée à la présentation du programme gouvernemental devant les deux chambres du Parlement au Maroc, le chef du gouvernement Aziz Akanouch a présenté les principaux engagements pour la période 2021-2026. Entre autres, le programme apporte des réponses ambitieuses pour une sortie de crise sanitaire grâce à une série de mesures mettant en œuvre le nouveau modèle de développement des partis de la majorité et visant à répondre aux préoccupations des populations. À moyen et à long terme, il faut que le Maroc prouve sa capacité à diversifier ses exportations, sa capacité à diversifier ses ressources et sa richesse. Et c'est cette capacité qui va implicitement créer de nouveaux emplois. Le gouvernement marocain a défini 10 engagements pour les 5 prochaines années. Il s'agit entre autres de la création d'1 million d'emplois nets au minimum, l'augmentation du taux d'activité des femmes pour atteindre 30% contre 20% actuellement, la mise en œuvre de la protection sociale générale et la mobilisation de toutes les composantes du système éducatif afin de classer le Royaume du Maroc parmi les 60 meilleurs au niveau mondial. Le gouvernement marocain doit mettre plutôt l'accent sur la méthode d'y arriver, qui doit non seulement être inclusive, mais qui doit prendre en compte l'aspect jeune, l'aspect créateur de richesses, l'aspect innovation et bien sûr, tout cela doit être catalysé par la prise en compte de tous les défis du Covid-19. Ce plan de relance, selon le nouveau chef du gouvernement nommé début septembre dernier, répond aux besoins des citoyens et contribue à mettre un terme aux difficultés auxquelles font face les acteurs économiques. Il inclut également des programmes innovants, puis prévoit un appui aux initiatives, outre le financement et l'accompagnement des entreprises nationales. Le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, a exhorté samedi le Conseil de sécurité de l'ONU à préciser la mission du nouvel émissaire des Nations Unies pour le conflit au Sahara occidental et à fournir aussi des garanties quant à la tenue d'un référendum sur l'autodétermination. Le Sahara occidental, un territoire non autonome disputé depuis plus de 45 ans par le Maroc et les indépendantistes sahraouis soutenus par l'Algérie. Le territoire est essentiellement contrôlé par le Maroc, qui détient 80% de ce territoire quasi désertique, au sous-sol riche en phosphate. Des milliers de manifestants soudanais ont réclamé samedi un gouvernement militaire pour assurer la transition jusqu'aux premières élections. Le pouvoir soudanais, composé de militaires et de civils, est chargé de mener le pays vers ces élections, mais elles sont sans cesse repoussées. Dernière date fixée, 2023. Des tergiversations loin de rassurer les populations. Marie-Raphaël Antolo. Au Soudan, les forces de la liberté du changement, alliance formée après la chute d'Omar el-Béchir, plaident pour un remaniement des autorités de transition. Selon certaines autorités de transition, ce plaidoyer est formulé à la suite d'un coup d'État raté imputé aux forces militaires, mais également en vue d'aboutir au cadre d'un accord de partage du pouvoir. Une situation qui, d'après certains observateurs, plonge les dirigeants dans une crise sans précédent.
L'architecture institutionnelle de cette transition pose problème. Dans l'histoire politique de l'Afrique, c'était l'une des premières fois que nous assistons à une cohabitation entre militaires et des civils dans le cadre de la conduite d'une transition politique. On peut comprendre déjà des dissensions avec déjà le Premier ministre Abdallah Hamdok qui incarne la légitimité au plan de la communauté internationale. Et cette situation est très mal vue et très mal perçue par certains officiers militaires qui pendant longtemps ont eu à collaborer avec le régime ancien de El-Béchir. Donc on peut comprendre déjà la méfiance de la communauté internationale vis-à-vis des militaires et ce qui est très mal perçu aujourd'hui par les officiels en tant que tels. Pour le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, l'essence de cette crise résulte de l'incapacité des forces révolutionnaires et de changement de parvenir à un consensus sur un projet national. Cependant, une faction dissidente des forces de la liberté et du changement a récemment formé sa propre alliance à l'écart du principal bloc civil. Les factions civiles opposées ont par ailleurs appelé à des manifestations rivales dans les prochains jours. Il faut aller très vite vers les élections. Quand l'agenda politique est en cours, accorderait une priorité évidemment à la tenue des élections, ce qui semble être l'option la plus optimiste du Premier ministre actuel, soutenu essentiellement par la société civile soudanaise, et loin aujourd'hui des aspirations les plus profondes des militaires, parce qu'ils estiment que le Soudan a besoin évidemment d'un toilettage et d'une réconciliation. On va aller très vite aux élections. Toutefois, le Premier ministre soudanais Hamdok a promis de s'attaquer à cette crise dans l'est du pays. Le 15 octobre 2021, il a présenté une feuille de route devant mettre fin à la crise qui perdure entre les composantes politiques et militaires du gouvernement. On en vient à présent au marché des data centers sur le continent. Les enjeux sont énormes, notamment pour les investisseurs du secteur qui tentent de convaincre le maximum d'acteurs économiques des opportunités que renferme ce domaine. Amen Edji. S'exprimant lors d'une conférence débat sur le potentiel du cloud en Afrique, état des lieux et opportunités organisée à Paris le 12 octobre dernier par l'entreprise ST Digital, plusieurs experts ont reconnu le fort potentiel du cloud, désormais facteur clé de développement pour le continent africain. Il était entre autres question de l'usage des infrastructures de prestataires publics ou privés pour l'utilisation et l'externalisation des données. Le cloud, c'est tout simplement l'idée d'utiliser les infrastructures informatiques d'un prestataire tiers. Les réalités du terrain sont des contraintes particulières à l'Afrique. Donc on a mis en avant les problématiques de connectivité, les problématiques de coûts, les problématiques de compétences que rencontrent les acteurs africains dans leur adoption du cloud. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont faites en Afrique autour de l'infrastructure et sur lesquelles nous on peut s'appuyer pour apporter des solutions qui soient innovantes et qui permettent en fait d'exploiter tout le travail qui est fait en amont pour arriver à des résultats intéressants. J'aimerais un petit peu apprendre comment ça se passe dans le contexte africain et quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent sur place et éventuellement comment est-ce qu'ils font pour pouvoir pallier à ces problématiques qu'ils rencontrent. Parce que typiquement, l'infrastructure dans le monde européen ou bien dans le monde occidental n'est pas déployée de la même façon dans le contexte africain. Et donc par rapport à ça, il faut l'adapter. La rencontre a vu la participation de bon nombre d'experts du domaine, à l'instar de l'une des leaders du cloud en Afrique, Madame Yacine Barrow, qui est la directrice générale de Microsoft Afrique de l'Ouest et ancienne directrice déléguée du média panafricain Africa 24. Les panélistes ont débattu, entre autres, de l'apport des services cloud dans la transformation de l'industrie du numérique en Afrique, une industrie qui fait face à de nombreux défis. Il y a par exemple le manque de financement. Les investissements étrangers ont baissé de 16%. Cette baisse de financement n'affecte pas seulement le développement des data centers, mais le secteur des technologies en général. L'accès aux terres est aussi un frein à ce développement. Selon Guy Zibi, directeur général de Salam Analytique et panéliste à cette rencontre, sur un objectif de près de 15 milliards de francs CFA par an à générer par les services TIC en Afrique, 20% représentent les revenus liés aux activités du cloud. Même s'il s'agit d'une part modeste sur une estimation mondiale, les activités liées au cloud ont connu une explosion en matière de demande, soit 700 000 petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries pendant la période de la Covid-19. Mais pour l'heure, le continent africain est largement dominé par les services cloud des grandes entreprises comme Alibaba, Huawei et Microsoft.
pour assurer un déploiement équitable des vaccins contre le Covid-19, l'Afrique du Sud se lance dans le développement de son propre vaccin ARN messager, une initiative soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Et le laboratoire sud-africain chargé de la conception de ce vaccin prévoit les premiers essais cliniques d'ici un an. Joël Balou. Pour mettre fin à la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident dans l'accès équitable au vaccin anti-Covid-19, l'Afrique du Sud s'est lancée dans la conception d'un premier vaccin africain à ARN messager. Soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, le pays entend ainsi participer à l'autonomie de l'Afrique alors que le continent reste à la traîne en matière de vaccination avec à peine 4% de la population entièrement vaccinée. Ce que nous recherchons, c'est un vaccin de deuxième génération. Nous devons commencer par un sosie de Moderna, mais l'ambition porte sur l'élaboration d'une formule plus adaptée aux pays à faible revenu, ne nécessitant pas de basse température pour la conservation. Le travail de fond qui sera effectué par l'entreprise sud-africaine de biotechnologie Afrigen consiste à utiliser un vaccin déjà existant pour reconstituer une formule proche du vaccin à ARNM de Moderna. L'ambition de l'Afrique du Sud est de mettre le premier candidat en essai clinique en 12 mois à partir du jour de la signature du transfert de technologie. Il est vital que les Africains participent à leur production eux-mêmes de vaccins. Tout juste pour beaucoup de raisons. Parmi ces raisons, donc, il faudra savoir qu'on a des comorbidités qui ne sont pas forcément prévalentes dans certains pays. On a aussi des backgrounds immunologiques et génétiques différents. Ce qui fait que l'importance du vaccin aura des efficacités importantes dans un certain environnement et moins dans un autre environnement. Donc on aura besoin donc, de mener des recherches pour pouvoir faire des vaccins propres à l'Africain, propres à son contexte, propres à son utilisation. Une fois le vaccin élaboré, la société sud-africaine Biovac se chargera de la production. Afrigen prévoit également de réduire la dépendance africaine en proposant de former d'autres pays africains à la fabrication du vaccin. À moins de 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, réaffirme la nécessité de la mobilisation de tous, au premier rang desquels les anciens joueurs, les légendes du football camerounais. Le président insiste sur leur implication dans l'organisation de la compétition. Joël Balou. En prélude à une visite de tous les sites de la compétition devant accueillir les événements de la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun, le président de la République Paul Biya a insisté sur l'implication des anciens lions indomptables dans toute la chaîne de l'organisation. Afin de traduire ses orientations, le ministre chargé de mission à la présidence Philippe Mbangambois a pris l'initiative d'une rencontre très fortement symbolique en rassemblant dans le cadre d'un dîner privé des anciens lions célèbres, des personnalités de médias et de la société civile et un invité de marque, Ferdinand Gongo, ministre secrétaire à la présidence de la République, cheville ouvrière du projet CAN 2021 depuis son initiation. Nous vous disons merci de nous avoir fait confiance parce que votre idée, vous ne l'auriez pas développée si vous pensiez que vous ne pouviez pas nous faire confiance. Donc, il n'y a pas mieux dans la vie que de se rendre compte que quelqu'un vous fait confiance. Je crois que ce n'est pas celui qui fait confiance, celui à qui on fait confiance dit merci, parce que ça veut dire qu'on a détecté chez vous quelque chose qui prouve qu'on peut se reposer sur vous, qu'on peut avoir confiance. Ce message des joueurs est partagé par la collégialité qui a retrouvé sourire et légitimité, comme le témoignent les visages de Samuel Eto'o, Roger Mila, Rigobert Song, Jérémy Djitap, ces légendes qui sauront faire passer leur message avec conviction. Et il n'y a rien de mieux dans la vie, c'est pour ça que nous aimons le foot, c'est que c'est un jeu d'équipe. Personne ne gagne seul. Et tout le monde sait qu'un seul pourrait nous faire perdre. Donc, celui qui serait moins bien, on va le soutenir. Donc, demain, monsieur le ministre, n'ayez pas peur. On sera tous là, on va se soutenir et on va réussir cette mission. Cette initiative, qui a reçu les félicitations de la communauté sportive au Cameroun, préfigure désormais la mise en place de toutes les structures pour la réussite de la CAN 2021. Place séditieuse, l'inspection de tous les stades, sites et lieux des compétitions. Le Cameroun se prépare à accueillir l'Afrique du football du 9 janvier au 6 février 2022.
Un mois après Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané a atteint à son tour la barre des 100 buts en Première Ligue samedi 16 octobre lors de la victoire de Liverpool sur la pelouse de Watford en Angleterre. Ainsi, après Didier Drogba et le pharaon, le lion de la Teranga est le 3e Africain de l'histoire à atteindre ce score. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.